La question du jour, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est quand même embarqué dans un sacré bordel depuis un certain temps. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous arrive? De deux choses l'une. Ou bien c'est une situation qui est le fait du hasard, on n'y peut rien, c'est comme ça, il n'y a rien à y comprendre, il faut passer à travers. Première option. Deuxième option, c'est de dire non. Non. En fait, ce qui nous arrive, c'est la manifestation extérieure de logiques qui sont cachées et qu'il faut apprendre à décrypter. Donc, ce qui nous arrive a un sens. Et vous voyez bien qu'on se raccroche tout de suite au thème. Ce qui nous arrive a un sens, mais il faut le trouver. C'est ce qu'on va essayer de faire en 50 minutes. Et rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous arrive? Ce sont des bouleversements socio-économiques colossaux, mondiaux. Ça se coûte partout. Il y a des turbulences partout. Et donc, on va retourner aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est l'économie? L'économie, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande, du bon sens paysan. Comment évolue l'offre? Comment évolue la demande? Réfléchissons avec bon sens. Plus il y a d'humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. Donc, autrement dit, il y a corrélation forte entre l'évolution de la demande et l'évolution de la population, donc de la démographie. Deuxième versant, l'offre. L'offre, comment évolue l'offre? Pour offrir, il faut pouvoir produire. Pour produire, il faut des ressources. Donc, il y a corrélation forte entre l'évolution de l'offre et l'évolution des ressources. Nous voilà devant un bon point de départ. Alors, pourquoi prendre ce point de départ-là? Parce que le raisonnement que j'aimerais développer devant vous est un raisonnement tout simple, de nouveau, de bon sens. Nous sommes dans des turbulences, ces turbulences ont une cause, ces causes, on peut génériquement les appeler des ruptures. Quelles sont les grandes ruptures de notre époque? Nous allons aller explorer ça, et puis nous verrons comment nous pouvons répondre à ces ruptures. Donc commençons par cette première rupture, qui est celle de l'offre et de la demande. L'offre est corrélée à la démographie. Très bien, voilà ce que ça donne. La démographie humaine, c'est ça. Il ne faut pas avoir fait un bac plus 40 en mathématiques pour se rendre compte que ça, c'est une exponentielle vachement croissante. Nous étions sur Terre de l'ordre de 600 millions à l'époque de Louis XIV. 1 milliard en 1800, 1,7 milliard en 1900, 6 milliards en 2000, aujourd'hui 7 milliards et demi et entre 9 et 10 milliards en 2050. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande est extrêmement croissante. Donc les économistes sont extrêmement contents. Le problème est que dans l'équation offre-demande, d'un côté, il doit y avoir de la demande, ça y est, elle y est. Mais de l'autre côté, il faut de l'offre. Et pour pouvoir produire de l'offre, il faut des ressources. Comment évoluent les ressources? Je vous montre un petit schéma tout simple pour moi. Vous allez voir, ça va le devenir pour vous. Ce petit schéma, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit simplement, vous voyez la petite flèche bleue là-bas en haut à gauche? Cette flèche bleue, ce sont l'ensemble des ressources qui sont utilisables par l'homme. Et pour qu'une ressource devienne utilisable par l'homme, il faut d'abord l'extraire et ensuite, il faut la transformer. Et pour extraire et pour transformer des ressources, il faut consommer des ressources. Et la consommation de ressources pour ce circuit-là, c'est la flèche rouge que vous voyez se replier sur elle-même. Ça, c'est le premier temps du raisonnement. Le deuxième temps du raisonnement, c'est de nouveau du bon sens. Toute l'histoire de l'humanité évolue des ressources facilement accessibles vers des ressources de plus en plus difficilement accessibles. C'est du bon sens. On prend d'abord les ressources qui sont autour de nous, et quand il n'y en a plus, on va un peu plus loin, un peu plus profond. Or, sur ce petit schéma, que signifient des ressources de plus en plus difficilement accessibles? Ça veut simplement dire que la largeur de la courbe rouge devient plus grande et que donc ce qui reste pour la flèche verte devient de plus en plus petit. Donc à un moment donné, vous comprenez clairement, je pense, que la flèche rouge prendra la totalité de l'espace, il ne restera plus rien pour la flèche verte. Donc ça veut dire que tout ce qu'on extrait servira à extraire ce qu'on extrait. Vous me suivez toujours? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine s'arrête.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de ressources non renouvelables disponibles, mais ce n'est pas grave. Il y a toujours les ressources renouvelables qui existent, mais évidemment, bien sûr, essentiellement pour 97% des dérivés de l'énergie solaire d'ailleurs. Avec un petit souci, c'est que le soleil, il n'y a pas de thermostat. Il fonctionne comme il veut, pas comme nous voulons. Et le flux de ressources qui vient du soleil est un flux constant. Donc, autrement dit, à un certain moment, quand nous aurons épuisé tout ce qui est accessible en termes de ressources non renouvelables, il ne restera plus que les ressources renouvelables. Et la question posée depuis un certain temps, qui a été répondue de manière très sérieuse, et pour la dernière fois, il y a 2 ans, sous mon contrôle avec 4 centres de recherche, c'est de dire, tiens, au fait, quand on sera à l'épuisement des ressources non renouvelables, il ne restera plus que les ressources renouvelables, combien d'êtres humains peuvent vivre sur Terre, décemment? C'est une bonne question, non? Vous voulez la réponse? Aux environs de 2 milliards. Donc ça veut dire que, oui, aïe, je ne sais pas qui a eu cette remarque, elle est parfaite. Aïe. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous avons aujourd'hui une situation qui n'est pas tenable sur le long terme, ça me paraît clair, mais je pense que vous êtes tous convaincus de ça. La seule bonne question à poser, c'est oui, mais on sera quand dans cette situation-là? Est-ce que ce sera dans 10 000 ans, auquel cas on a un peu le temps de voir venir? Ou est-ce que ce sera demain matin, ce qui est le « aïe », je veux bien l'entendre encore une fois, hein, on est bien là dans une situation critique. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et essayer de regarder, c'est quand est-ce que ça va arriver, cette situation limite-là? Ah ben j'en sais rien et personne n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de paramètres qu'on ne contrôle pas du tout, à savoir l'évolution de la démographie sur le long terme, on ne sait pas, et à savoir la vitesse de consommation qui va rester, qui va être la nôtre dans les périodes qui nous suivent, on ne sait pas non plus. Par contre, il y a une chose qu'on peut calculer assez facilement, c'est que lorsque nous avons une courbe qui croît, et c'est bien la courbe de la démographie, et que sur le même graphique, on a une courbe qui décroît, à savoir le stock de ressources qui reste disponible, ben une courbe qui décroît, une courbe qui croît, ça finit par se croiser un jour. Et lorsqu'elles se croisent, on bascule d'une logique d'abondance à une logique de pénurie. L'abondance, c'est quand l'offre est supérieure à la demande. La pénurie, c'est quand la demande est supérieure à l'offre. Eh bien, la question qui se pose, c'est quand la date de croisement de ces deux courbes? Et quand ces calculs ont été faits pour la première fois à la fin des années 60, tout début des années 70, la réponse était la suivante. Le point de croisement des deux courbes, dans le pire des cas, c'est 2080. Et plus raisonnablement, ce serait probablement entre 2150 et 2200. Les calculs ont bien sûr été refaits avec des données un peu plus fiables. Rappelez-vous l'état du monde à la fin des années 60, les grands blocs ne se parlaient pas trop. Et les données économiques qu'on pouvait échanger étaient essentiellement des données de propagande et pas des données scientifiques. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je dis bien un petit peu mieux. Donc on a refait les calculs et ça donne ça. Les deux courbes se croisent, je dois dire, se sont croisées aux alentours de l'an 2000. Donc, si vous me permettez le mot, nous l'avons dans le dos. Bien, donc c'est la première grande rupture que j'appelle la rupture écologique, non pas dans le sens politique et militant de écolo, mais écologique dans le sens de la science écologique, la science de l'environnement. Nous sommes donc bien clairement passés d'une logique globale d'abondance à une logique globale de pénurie. Et aujourd'hui, les pénuries les plus marquantes, les mieux connues, c'est d'abord et avant tout l'eau douce. Je suppose que vous savez ça. Le deuxième niveau, c'est le niveau des terres arables, qui diminue en surface et en qualité un peu partout dans le monde. Le troisième, c'est le problème des énergies fossiles et des métaux et des terres rares. Vous allez me dire, les terres rares, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben, c'est effectivement des terres rares, donc on n'en parle pas beaucoup, mais elles sont indispensables pour tout ce qui est électronique et tout ce qui est le contenu de cette deuxième révolution dont je vais vous parler tout de suite, qui est le fait que nous avons changé nos vies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 1980 à peu près, nous avons complètement changé nos manières de vivre. Complètement. Demandez à votre mécanicien s'il est capable d'intervenir sur votre voiture, il vous dira non.
Pourquoi? Parce qu'entre le conducteur et la mécanique est venue s'intercaler une couche de plus en plus épaisse, qui est une couche numérique sur laquelle on ne peut pas intervenir avec les outils mécaniques classiques. Regardez comment vous fonctionnez. Qui dans cette salle n'utilise jamais de téléphone portable à part moi? Qui ne travaille jamais sur ordinateur? Qui ne se connecte jamais à Internet? C'est fabuleux ce qui nous est arrivé. L'été dernier, un de mes fils est arrivé à la ferme et on discutait entre hommes le soir en buvant une bonne bouteille, et c'est en Bourgogne, donc je suis désolé. À un moment donné, il me pose une question, mais très sérieuse. Il me dit, tiens, au fait, tu as commencé à travailler quand? Au sens, pour gagner sa vie. Je dis, en 1973, c'était mon premier contrat de recherche en physique avec Ilya Prigogine. Il dit, 73, oui. Le gamin est né en 84. Et puis il me regarde et dit, comment on faisait pour travailler à l'époque? C'est inimaginable pour lui. Un monde sans ordinateur, sans téléphone portable, sans connexion Internet, il est architecte, il ne parvient même plus à comprendre qu'il fut un temps où on faisait des plans sur papier. Il ne comprend pas. Enfin, si, il comprend, évidemment, mais il ne peut pas s'imaginer un monde qui fonctionne comme ça. Un monde dont les ordres de grandeur sont devenus délirants. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les 24 heures, il y a 80 milliards de courriels qui circulent sur la toile, à 100 000 km par seconde. Qui peut s'imaginer ce que ces chiffres veulent dire? Personne. C'est juste en dehors du champ de conception humain. Et je vous donne un dernier exemple pour vous parler de cette révolution. Imaginez un truc simple. Je vous fais lire une fable de La Fontaine de deux manières, mais de manière écrite. Écrite de la même manière, avec la même typographie, la même présentation, la même mise en page, identique, sauf que d'un côté, je vous le donne sur papier, de l'autre côté, je vous le donne sur écran. Vous me dites, t'es gentil, Lévi, mais il se passe quoi? Il se passe que ce n'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent selon que je regarde sur papier ou selon que je regarde sur écran. Ce qui veut dire que nous, dans cette salle, qui sommes presque tous des enfants du papier, tout ce qu'on a appris, en gros, on l'a appris sur papier, on a une configuration mentale ou une cartographie mentale liée à la lecture papier. Mais nos petits-enfants, eux, 80% de ce qu'ils vont absorber comme information, ils l'absorberont par lecture à l'écran. Ils auront donc une configuration mentale, une cartographie mentale radicalement différente de la nôtre, donc une lecture du monde radicalement différente de la nôtre. Ça commence déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, moralité, on est en train de vivre là quelque chose qui est très doux, qui passe presque inaperçu et qui est une révolution fondamentale. J'ai vu dans la présentation que vous faites référence ô combien, avec raison, à mon grand ami Michel Serres. Michel, dans sa petite poussette notamment, vous vous souvenez probablement, qui disait « Nous sommes en train de vivre la troisième révolution informationnelle dans l'histoire de l'humanité. » Il y a le passage de l'oral à l'écrit, le passage de l'écrit à l'imprimé, le passage de l'imprimé au numérique. C'est maintenant, c'est nous. Et c'est colossal. Et ça passe presque inaperçu. Et ça a démarré hier matin. 1983, pour être précis, c'est l'année où a commencé la grande distribution de l'ordinateur personnel qui a tout changé. Mais 1983, c'est même pas hier matin, c'est ce matin. Troisième révolution, troisième grande rupture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde qui est le nôtre devient de plus en plus complexe. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire complexe. Ça veut tout dire sauf compliqué. Un monde complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intervenants par action et qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les intervenants. C'est ça que ça veut dire. Je vous donne juste un petit chiffre qui va vous amuser. Quand on prend un manager d'aujourd'hui et qu'on prend un manager d'un siècle auparavant, on peut, et c'est Henri Mintzberg qui a fait le travail, on peut essayer d'évaluer le nombre de décisions ou le nombre d'événements qu'un manager a à traiter. Eh bien, la conclusion du travail, c'est quoi? Un manager d'aujourd'hui traite autant d'événements par jour que son homologue de 1900 en traitait par mois.
22 jours ouvrables par mois, ça veut dire que nous traitons aujourd'hui, chacun d'entre nous, 22 fois plus de décisions que notre homologue de 1900. Est-ce que ça veut dire pour autant que notre homologue de 1900 était un gros feignant? Non, ça signifie seulement qu'il avait 22 fois plus de temps pour prendre chacune de ses décisions. Donc il avait le temps. Et il pouvait demander des compléments d'information, et il pouvait faire intervenir des experts, et il pouvait faire une réunion d'analyse, et il pouvait donner du temps à ses spécialistes pour lui apporter la solution optimale. Nous ne l'avons plus. Et aujourd'hui, malgré que nous soyons dans cette salle tous des enfants de Descartes, on fonctionne de moins en moins de manière cartésienne. Nous fonctionnons de manière de plus en plus intuitive. Nous n'avons pas le temps d'être rationnels. Ça coûte du temps, la rationalité. Nous sommes de plus en plus obligés de réagir au tac, avec notre intuition, notre instinct, notre expérience. Et ça ne marche pas si mal. Mais ça veut dire quand même que, méthodologiquement parlant, on n'est plus dans le même monde. Donc, quelque part, je crois que si nous fonctionnons selon des modalités différentes, ça veut dire que nos organisations, elles aussi, doivent suivre. Est-ce que nos organisations sont capables de réagir à cette vitesse-là dans un monde turbulent? Est-ce que nos modèles organisationnels sont ou pas adaptés à cette effervescence? Quel est le modèle organisationnel dominant? C'est la pyramide hiérarchique. Regardez autour de nous. Et c'est quoi une pyramide hiérarchique? Moi qui suis matheux, j'appelle autrement, j'appelle ça une arborescence linéaire. Pas de panique, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que l'arborescence linéaire en mathématiques? C'est la solution au problème suivant. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations? Vous avez entendu? Le nombre minimum de relations. Et nous sommes dans un monde, je viens de vous le dire, dont la complexité augmente, c'est-à-dire que les interactions, donc les relations entre les acteurs, augmentent de manière exponentielle. Il ne faut pas faire un raisonnement très alambiqué pour arriver à la conclusion que le modèle pyramidal hiérarchique n'est pas du tout adapté à un monde complexe et à un monde effervescent. Alors il faut faire quoi? Vous savez, quand un matheux pose un problème, il a déjà la solution du suivant. En disant, vous voulez changer? Vous voulez trouver un autre modèle? Ah oui, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas très compliqué. Vous prenez la phrase, vous enlevez le mot minimum, vous mettez maximum à la place. Vous prenez, autrement dit, un modèle où le nombre d'interactions entre les éléments est maximum et non pas minimum. Et ça aboutit à quoi, ça? Ça porte un nom tout simple, vous le connaissez, vous le pratiquez, vous êtes dedans tous les jours, ça s'appelle un réseau. Ça veut donc dire extrêmement clairement que nous sommes en train de basculer globalement sur tous les plans économiques, managériaux et politiques d'un schéma conceptuel qui était pyramidal et hiérarchique et qui doit devenir réticulé, c'est-à-dire sous forme de réseau. Je pense que notre gouvernement n'a pas bien compris. De droite comme de gauche, d'ailleurs. C'était donc la troisième rupture, passage des modèles hiérarchiques au modèle complexe. Quatrième rupture, celle-là, elle est tout à fait passionnante. Elle touche à notre modèle économique global. Qu'est-ce que ce modèle économique global? Il est né avec la révolution industrielle, s'est développé un peu partout en Occident, mais beaucoup plus vite et beaucoup plus fort aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'au milieu du XIXe siècle, lorsque ce phénomène s'enclenche, les États-Unis, économiquement parlant, c'est une grande page blanche. Ici, nous avions un grand passé économique en termes de paysannerie, en termes d'artisanat. Là-bas, non. Moralité, un modèle démarre, il est devant une page blanche, donc il se développe à une vitesse exceptionnelle. C'est pour ça que j'aime bien dire que le modèle que nous avons aujourd'hui au niveau économique et qui est encore majoritaire est un modèle essentiellement américain. Et les fondamentaux de ce modèle sont extrêmement simples. Pour exister économiquement parlant, il faut être gros. Si tu n'es pas gros, tu n'existes pas. Il faut donc être gros. Et comment, quand on est une entreprise, peut-on devenir gros? En vendant beaucoup. Et comment on fait pour vendre plus que les copains? Il faut donc baisser les prix.
Et voilà toute la logique du modèle économique actuel ramenée à son essentiel. Il faut devenir gros, croissance, et pour devenir gros, il faut baisser les prix. Quelques exemples très vite. Comment on fait pour baisser les prix? Premier exemple, Henry Ford, 1908. Il lance la Ford T, et en lançant la Ford T qu'il veut rendre accessible financièrement à ses propres ouvriers, il dit « La Ford T que nous lançons aujourd'hui, vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez, à condition que ce soit noir. » Et ce n'est pas une blague. Que dit Ford quand il dit ça? Il dit standardisation. Vous voulez baisser les prix de revient, il faut standardiser, standardiser, standardiser. Chaque fois qu'il y a des options, ben on augmente les prix de revient. Vous voulez d'autres couleurs, vous m'emmerdez. Parce que si vous voulez du rouge, du vert et du jaune, je vais devoir faire 3 chaînes à la place d'une seule. Donc ça coûtera plus cher. Deuxième exemple, Taylor. Taylorisme. C'est quoi le Taylorisme? Eh bien, c'est tout simple. Taylor dit, dans les ateliers, dans les magasins, surtout, ne réfléchissez pas. On a payé un mec très très cher pour mettre au point des procédures, pour mettre au point des normes, pour mettre en place des standards. Vous les respectez, vous les appliquez. Vous ne vous posez pas de questions. Même si tout ça n'est pas absolument parfait, chaque fois que vous déviez par rapport aux standards, à chaque fois vous enclenchez des processus de déviation qu'il faut ramener sur la ligne et que ça a un coût énorme. Donc ne réfléchissez pas. Ford aujourd'hui n'est plus praticable. Vous êtes tous dans le business, vous savez tous que vos clients, aujourd'hui, ne se satisfont jamais d'une solution standard. Ils veulent tous leur solution à eux, selon leur cahier des charges à eux, selon leurs critères d'appréciation et de satisfaction à eux. Exit la standardisation. Et aujourd'hui, écoutez-vous parler dans le monde du management, le « ne réfléchissez pas » n'existe plus. On dit juste le contraire. On dit comment peut-on faire pour que nos collaborateurs se mettent à utiliser leur matière grise, soient créatifs, soient adaptatifs, soient réactifs, prennent des initiatives, prennent des responsabilités. On est dans l'anti-Fordisme absolu, on est dans l'anti-taylorisme absolu. Il y a une troisième manière de faire baisser les prix de revient. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est de nouveau du bon sens paysan. Chaque fois qu'on vend une unité d'un produit, il y a 2 composantes. Il y a une part de coût variable liée à la production du produit et il y a une part de coût fixe. Et le coût fixe par produit, c'est le coût fixe global de l'entreprise divisé par la production totale de l'entreprise. Donc plus on produit, plus l'impact des coûts fixes diminue. Ça va toujours? Bon, donc ce qui veut dire quoi? Ben, qu'on a tout intérêt, pour avoir des économies d'échelle, d'avoir beaucoup plus de production et de ne pas bouger les coûts fixes. Très bien, mais pour avoir plus de production, il faut investir. Pour investir, il faut avoir accès aux capitaux. Pour avoir accès aux capitaux, il faut les rémunérer de manière attractive. Moralité, ça s'appelle le capitalisme. Et tout va bien. Sauf qu'il y a un truc qui est en train de nous arriver. Et ce truc qui est en train de nous arriver, c'est qu'aujourd'hui, la valeur de nos produits et de nos services passe de moins en moins par les investissements matériels et passe de plus en plus par les investissements immatériels, c'est-à-dire par les savoir-faire, l'intelligence, les talents de nos collaborateurs. Et que là, il n'y a pas d'effet d'échelle. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi il n'y a pas d'effet d'échelle. Prenez une salle, mettez 20 cons dedans, ça ne fait pas un prix Nobel. Hein. Donc voilà, les économies d'échelle exit, Taylorisme exit, Fordisme exit. Nous sommes en train de vivre un changement radical de notre modèle économique qui ne peut plus être basé sur la masse, c'est-à-dire la taille et le prix, mais qui doit être remplacé par autre chose. C'est quoi le autre chose? Oh ben c'est tout simple. À force de baisser les prix, on en arrive à un moment donné où pour baisser encore les prix, il faut baisser la qualité, ce qu'on a fait depuis 20 ans, dans beaucoup de métiers, et que nos clients, les consommateurs que vous êtes, commencent sérieusement à en avoir marre d'avoir des trucs bon marché mais merdiques. Et que quelque part, on a atteint le bout du chemin.
on a atteint le mur final et qu'il faut remonter la valeur, voilà le mot-clé, la valeur d'usage de nos produits et de nos services. On rentre dans une économie qui était la baisse du prix, on quitte plutôt une économie qui était celle de la baisse du prix, et on rentre dans une économie qui est celle de l'augmentation de la valeur d'usage. Comment fait-on pour augmenter la valeur d'usage? On est intelligent. Et donc vous sentez bien qu'on est en plein cœur du thème de cette journée. Ça veut dire que pendant très longtemps, au cœur de l'économie, c'était la machine, et qu'aujourd'hui, pour augmenter la valeur, on est en train de mettre au cœur de l'économie l'homme, ses talents, ses savoir-faire et ses compétences. C'est un basculement majeur. Et enfin, dernière rupture, c'est celle qui est beaucoup plus philosophique, qui est celle de donner du sens. Tiens, donner du sens. Qu'est-ce qui donnait du sens? Je vous parle de ma petite expérience personnelle. Je viens d'un milieu très pauvre, mais j'avais une mère qui faisait des phrases. Et une de ses phrases favorites, c'était de dire, Marco, pour être digne du nom d'homme, il faut que tu travailles, que tu étudies. Étudier, travailler, voilà ce que tu as à faire pour être digne du nom d'homme. Vous dites ça à un gamin de 18 ans aujourd'hui, il est mort de rire. Que disait ma mère? Elle disait, il faut réussir dans la vie. Regarde, nous, on est pauvres. Il faut que tu réussisses dans la vie. Et que veut dire réussir dans la vie? Pour elle, dans sa tête à elle, c'est avoir l'argent qu'il faut pour ne pas courir toutes les fins de semaine au fond du tiroir. C'est avoir suffisamment d'aisance. C'est avoir une reconnaissance sociale. Ça veut dire avoir une position professionnelle sympathique, etc., etc. C'est son schéma à elle. Et aujourd'hui, et là on est au fond d'une philosophie importante, le problème est moins de réussir dans la vie que de réussir sa vie. Et ce n'est pas du tout la même problématique. Et on le voit de plus en plus avec les générations montantes d'aujourd'hui, qu'on appelle à tort ou à raison les générations Y et Z. Donc voilà, on est bien dans un changement de paradigmatique, et je crois qu'on peut le résumer en disant ceci, nous sortons de 5 siècles où on nous avait construit une religion du progrès, c'est le terme que j'utilisais Auguste Comte, et nous sommes en train de rentrer dans un paradigme beaucoup plus modeste, beaucoup plus proche des réalités, qui dit, bon, progrès de l'humanité, oui, d'accord, c'est une bonne idée, mais si je commençais par être un petit peu heureux, moi, avec ceux qui m'entourent. Donc voilà, on est en train de changer là, et il y a de bonnes raisons pour ça. Je ne voudrais pas ternir la joie et l'optimisme de cette journée, mais si vous regardez l'histoire du XXe siècle, qui sera pour moi, je crois, traitée par les historiens à venir du siècle le plus terrible de l'histoire de l'humanité, ce XXe siècle a engendré 600 millions de morts humaines pour raisons idéologiques partout dans le monde. C'est-à-dire la totalité de la population humaine sur Terre à l'époque de Louis XIV. 600 millions. Les mots-clés du XXe siècle, c'est quoi? C'est Verdun, c'est Auschwitz, c'est Hiroshima, c'est Goulag, c'est Seveso, j'en passe, et des pires. Donc, autrement dit, je pense que là, on est bien au bout d'une logique. Ce grand espoir que les humanistes de la Renaissance nous avaient donné en termes de progrès a abouti à ça. Donc il faudrait peut-être qu'on regarde les choses un petit peu différemment, avec un petit peu moins d'orgueil et un petit peu plus de modestie. C'est la révolution que nous sommes en train de vivre maintenant. Bon, 5 ruptures, vous avez bien pu constater que ce sont des ruptures qui ne sont pas des pécadilles. On est vraiment là sur des vraies ruptures franches, sur les fondamentaux de tout le paradigme socio-économique de ces derniers siècles. Eh bien, conceptuellement, ça donne ça. Ça donne ça c'est l'hypothèse que j'ai formulée, moi, à la fin des années 80, c'est que ces ruptures ne sont pas des turbulences d'un système qui va revenir à l'équilibre, pardon de parler en physicien, ce sont les éléments qui démontrent que nous sommes en train de vivre une mutation paradigmatique profonde, une bifurcation donc. Ça, ce sont mes termes jargonneux à moi. Nous vivons une bifurcation, donc un changement de logique globale. Juste pour illustrer,
Un exemple classique et joli et poétique de bifurcation, c'est la métamorphose d'une chenille en un papillon. La chenille a sa logique de vie, le papillon a sa logique de vie, mais ce n'est pas du tout les mêmes logiques de vie. Et entre les deux, il y a une période tout à fait curieuse qui s'appelle la métamorphose. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre notre métamorphose de la chenille humaine en un papillon humain. Alors, ça se traduit comment, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien de jeter une hypothèse comme ça avec un dessin coloré, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la nouvelle logique qui est en émergence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien là, on n'a pas eu le choix. Si on veut éviter le piège de la science-fiction, il fallait bien travailler avec les gens qui savent. Et les gens qui savent, c'est qui? C'est les historiens. Et on leur pose une question, est-ce qu'il y a déjà eu des bifurcations comme ça dans l'histoire de l'humanité? S'ils me répondent non, on est baisé. On ne pourra rien dire. S'ils répondent oui, on a peut-être une chance de pouvoir aller chercher les éléments nécessaires pour pouvoir commencer un début de réponse. Et heureusement, dites donc, ils ont dit oui. Waouh! Oui, il y a déjà eu des bifurcations, il y en a même plein. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des longues, il y a des courtes, enfin, il y a tout un magasin, pas cher, de bonne qualité, tout. Et on a beaucoup travaillé, 3 ans avec des historiens, pour essayer de comprendre ce qu'il fallait sortir de là pour avoir quelque chose de représentatif de notre époque. Je vous passe les détails. On arrive à quelque chose d'assez fabuleux. C'est que tous les 500 ans, un peu plus, en moyenne c'est 550 à peu près, tous les 500 ans, il y a une rupture du type de celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce cycle de 500 ans, il n'est pas seulement en Occident, mais il est commun à tous les grands foyers civilisationnels de l'humanité. Et que, chose encore plus surprenante, ces cycles sont en phase les uns avec les autres. Et donc, si vous voulez regarder simplement ce qui s'est passé en Occident, on a eu un cycle grec qui s'est effondré avec l'invasion romaine, puis on a un cycle romain qui s'est effondré avec la chute de l'Empire romain, qui a mis en place un cycle du haut Moyen-Âge, qui est un cycle théologique fabuleux, qui s'effondre avec la fin de l'Empire carolingien, qui donne lieu à la féodalité, qui elle-même s'effondre, et à la Renaissance, et donne lieu à l'ère moderne que nous connaissons aujourd'hui. Faites les calculs, vous verrez assez rapidement qu'on arrive bien à une moyenne de 550 ans, à peu près par cycle. Et la dernière en date de ces grandes ruptures, de ces grandes mutations, de ces grandes bifurcations, c'est la Renaissance, qui, juste pour vous illustrer le propos, nous a fait passer d'une économie agraire à une économie marchande, qui nous a fait passer d'une économie campagnarde à une économie des villes, qui nous a fait passer d'une structure politique morcelée qui s'appelait la féodalité à une structure politique très, très centralisée avec la naissance de l'État moderne. Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Et les historiens nous ont appris quelque chose. Ils nous ont dit, vous savez, votre truc de bifurcation, ça c'est des trucs de physiciens, c'est incompréhensible. Par contre, nous, on a l'habitude de représenter ça autrement. Parce que nous parlons de cycles, qu'un cycle c'est quelque chose qui naît, qui croît, qui mature, qui décline et qui disparaît, et que comme toujours dans la nature, quand un cycle commence à décliner, il y a un autre cycle d'une autre nature qui prend sa place. Donc ce que vous appelez la bifurcation, c'est l'évolution d'un cycle déclinant vers un nouveau cycle émergent. Et on représente ça comme ça. La courbe rouge que vous voyez là, c'est le déclin du cycle précédent, donc de la logique moderniste, et la courbe verte qui monte, eh bien, c'est la courbe qui est la courbe émergente de la nouvelle logique. Et vous voyez qu'autour du point de croisement, il y a une zone grisâtre. En fait, elle est bleuâtre, mais ça ne se voit pas du tout. Elle est grisâtre. Et que représente cette zone grisâtre? C'est tout simplement la zone des grandes turbulences liées au choc de deux logiques antagoniques qui, quelque part, deviennent d'une puissance comparable. Tant que la logique verte était dans les limbes là-bas et qu'elle concernait 3% de l'humanité, la courbe rouge, tranquille, pas de souci. Mais si on commence à voir que ça monte, à ce moment-là, évidemment, on commence à avoir des frictions, et les frictions se transforment en heures, les heures se transforment en choc, et il y a de plus en plus d'ondes de choc, et ça s'appelle donc une zone de grande turbulence. Nous l'appelons, nous, en général, d'un autre nom, ce sont les crises.
Donc la zone grisée que vous voyez là, c'est l'ensemble de toutes les crises que nous vivons, qui ne sont jamais que les manifestations du choc de deux logiques antagoniques, dont l'une est déclinante et dont l'autre est montante. Bon, cela étant posé, je dois faire deux choses. La première, c'est vous dire quel est le contenu de cette logique verte qui est en émergence. Et la seconde chose que je dois vous dire, c'est l'échelle de temps. Ça prend combien de temps, cette zone grisée, là? C'est quoi? C'est 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Hollande croit que c'est 3 secondes. C'est pas vrai, hein? Alors, je dois répondre à ces deux questions. Ben, allons-y. Prenons notre courage à deux mains. Le contenu de la courbe verte. Je vais vous faire une confidence, j'en sais rien. Maintenant, j'affine. Je ne sais pas comment vous allez construire votre courbe verte. Par contre, ce que je sais, c'est que vous n'allez pas réussir à construire votre courbe verte s'il n'y a pas un certain nombre d'ingrédients indispensables. Quels sont ces ingrédients indispensables? Mais c'est tout simple. Redevenons des paysans du bon sens. Il faut que nous répondions aux 5 ruptures que nous avons vues. Il faut donc que pour construire cette courbe verte, nous puissions dépasser la problématique des ruptures en leur donnant à chacune une réponse valable. Ça va pour le raisonnement? On y va? Vous voulez les réponses? On m'appelle le conférencier Agatha Christie. Alors, ben, allons-y. Vous allez voir, ça tient en une seule diapositive. Première rupture sur les ressources, passage de l'abondance à la pénurie, je pense qu'on a tous bien compris. Quelle est la seule réponse possible à la pénurie? Ça s'appelle la frugalité. Bam! Et dire ça avant le repas de midi, c'est une cata quand même. Ben non, mais non, c'est pas la cata. Moi, je ne vous parle pas d'apologie de l'anorexie. Je vous parle de frugalité, c'est tout. Alors ça veut dire quoi la frugalité? Oh mais c'est tout simple encore une fois, comme tous les grands concepts, ils sont très simples. 3 mots, qui commencent tous les 3 par la lettre M. Moins, mais, mieux. Moins, mais, mieux. C'est ça la frugalité. Réfléchissons. Regardons les verbes qui traduisent le mieux notre activité de tous les jours. Consommer moins, mais mieux. Qu'est-ce que vous préférez fondamentalement? Une bouteille de Lafite par semaine ou 1 litre de rouge algérien tous les jours? Hein? C'est ça que je devais dire? Bon, donc moins mais mieux. Ben oui, évidemment. Imaginez, travailler moins mais mieux. Vous êtes preneur? Ah, je le savais. Imaginez, communiquer moins mais mieux. J'exprime ça plus clairement, plutôt que de recevoir tous les jours 400 mails qui servent à rien, d'en recevoir 5 mais qui sont pertinents. Vous prenez ou pas? Et on peut continuer comme ça et décliner ce principe sur toutes les dimensions, notamment en entreprise. Ça veut dire, par exemple, investir moins mais mieux, produire moins mais mieux, recruter moins mais mieux, etc., 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 moins mais mieux. Pensez-y, méditez-le, vous allez voir, c'est une porte ouverte sur une transformation radicale de nos vies réelles et de nos vies professionnelles. Deuxième, passage des activités mécaniques aux activités numériques. Il faut répondre à ce défi, parce que, comme toute technologie, les technologies numériques peuvent être des trésors fabuleux, mais peuvent être aussi des dangers colossaux. Il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais ado et je l'ai relu l'été dernier, c'est 1984 de George Orwell, 1984. Vous vous souvenez de ce bouquin? Big Brother, la novlangue. Vous vous souvenez de ça? Relisez-le. Vous mettez dans l'équation Big Brother égale Google. Waouh! On est bien devant des dangers. Alors, je ne rejette pas Google, aussi quand même un peu. Mais je ne rejette pas Google et je suis loin de rejeter fondamentalement la technologie numérique, que du contraire, à une condition. Et c'est ce que recouvre ce mot intellectualité-là, qui n'est pas terrible, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Ce n'est pas intellectualisme. À une condition, disais-je,
c'est que le monde numérique doit être au service de l'homme et non pas l'homme au service du monde numérique. Qu'il faut que nous puissions rester maîtres de ce monde, c'est-à-dire maîtres de nos pensées, maîtres de nos langages, et pas l'inverse. Passage des organisations pyramidales aux organisations réticulées. Ça aussi, le troisième mot-clé est un mot magnifique, c'est qu'il faut donc que nous passions de sociétés hiérarchisées et procéduralisées à des communautés de vie organiques. L'entreprise doit enclencher la recherche d'un management organique, où ce qui compte, ce sont les interactions multiples et variées entre les acteurs, plutôt que les relations figées entre des pièces d'une machine. Nous devons quitter un monde où le modèle est mécaniste et rentrer dans un monde où le modèle devient organique. Ça veut dire beaucoup plus de souplesse, ça veut dire, autrement dit, de manière beaucoup plus fondamentale, passer d'organisations figées à des organisations vivantes. Passer du mécanique à l'organique. On l'a vu tout à l'heure, passage du prix à la valeur, l'économie du prix bas vers une économie de la valeur d'usage maximale, par injection d'intelligence humaine, on l'a bien compris ça. Pour pouvoir réussir ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place sur la courbe verte? Un mot magnifique, c'est le mot virtuosité. Il faut que nous devenions tous des virtuoses de nos vies. Pas mal ça, non? Vous êtes preneurs? Et ça veut dire quoi, être virtuose? Qu'est-ce que c'est qu'un virtuose, comme Barbara Hendricks, que vous aurez la chance de rencontrer? C'est quoi être virtuose? C'est faire avec aisance des choses très difficiles que les autres sont incapables de faire. Faire avec aisance des choses difficiles que les autres sont incapables de faire. Et c'est juste le contraire de la philosophie régnante depuis l'après-guerre. Nous sommes dans une civilisation de la facilité. Tout doit être facile. Faire des études, ça doit être facile. Avoir le bac, ça doit être facile. Avoir des diplômes, ça doit être facile. Faire la cuisine, ça doit être facile. Faire du vin, ça doit être facile. Mais ce n'est pas vrai. Les choses qui ont de la valeur sont difficiles à faire. Par contre, ce qui est facile n'a pas de valeur. Ce qui est facile ne vaut rien. Et allons plus loin dans le raisonnement. Si on ne fait que du facile, la seule chose qui soit différenciante, c'est le prix. Ben oui, tout le monde peut faire le facile. Donc la seule manière de se battre, c'est sur les prix. Tiens, comme par hasard, c'est exactement ça qu'on fait. On refuse le difficile, tout le monde va dans le standard du facile, et on n'a qu'une solution en termes de stratégie de commercialisation, c'est le prix. Et ça, on l'a bien vu ensemble, c'est une impasse radicale aujourd'hui. Donc il faudra oser le difficile, ça s'appelle la virtuosité. Le difficile, ça me rappelle une anecdote délicieuse. Il se fait que j'ai la chance depuis quelques années maintenant d'être un peu le conseiller en prospective des compagnons du Tour de France. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, pour dire que les compagnons du devoir sont vraiment des virtuoses de leur métier. Et que toute l'organisation compagnonnique, elle est basée sur le développement de cette virtuosité. Et qu'un virtuose compagnon, quand il finit son Tour de France et qu'il devient compagnon assis, eh bien, s'il s'y prend à peu près correctement, il a un carnet de commandes à vie et personne ne discutera ses prix. C'est pas votre rêve, ça? Imaginez-vous 3 secondes dans vos entreprises. Un carnet de commandes rempli à vie avec personne pour discuter les prix. Hein? Non? Donc, virtuosité, osons devenir virtuoses de nos vies, osons devenir virtuoses dans nos entreprises. Et enfin, dernière idée, et là on est au cœur de ces 2 jours, c'est le passage de la philosophie du progrès à la philosophie du bien-vivre. Et je dis, pour pouvoir réussir ce passage, il faut réinjecter dans nos mondes de la spiritualité. Là, vous dites, on voit que c'est la fin de l'exposé, et allez-y, il commence à délirer. Hein. Spiritualité, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Et qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est l'ensemble de toutes les démarches humaines depuis des millénaires pour donner du... Vous avez lu le truc avant? Mais oui, évidemment, pour donner du sens,
pour donner du sens à tout ce qu'on fait, en ce compris en la banalité du quotidien. Comment voulez-vous aujourd'hui que vos collaborateurs qui apportent leur intelligence, savoir-faire, leurs compétences, etc., pour créer de la valeur dans vos entreprises, apportent le meilleur d'eux-mêmes si vous ne leur donnez pas une bonne raison de le faire? Et donner une bonne raison de le faire, c'est donner du sens. C'est répondre non plus comme on l'a fait pendant des siècles à la seule question du comment faire, mais bien répondre à la question du pourquoi faire. C'est ça, donner du sens. Et je pense que nous sommes avides tous de donner du sens à ce que nous faisons. Parce que si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on le fait mal ou on le fait peu. Nous sommes des êtres humains, en tout cas vous, moi je ne suis pas. Vous êtes des êtres humains, donc vous avez un moteur qui est commun à tous les êtres humains, c'est qu'on ne s'engage dans une aventure de vie qu'à une seule condition, c'est qu'on puisse en être fier. Et pour en être fier, il faut qu'elle ait du sens. Donc voilà, la boucle est bouclée. Mes 5 ingrédients de la courbe verte que je vous propose de triturer à votre manière pour construire votre courbe verte, c'est frugalité, intellectualité, organicité, virtuosité et spiritualité. Il me reste encore quelques minutes pour vous parler de la deuxième question et vous donner la deuxième réponse. C'est l'échelle de temps. Ça dure combien? Parce que ça commence quand même un peu à bien faire. J'ai pas de bonnes nouvelles. On est dans l'histoire longue. Et là encore, ce type de modèle qui n'a pas bien sûr de prétention de précision, c'est juste des ordres de grandeur, ce modèle, eh bien, il a été construit bien sûr avec des historiens qui nous disent que la courbe rouge, donc la courbe de la logique de la modernité, a commencé à se fissurer drôlement avec la Grande Guerre, avec la guerre 14-18, qui était une boucherie immonde et absurde. Et ils nous disent en plus, vous savez, quand on quitte un système à l'équilibre, avant que se reconstruise un autre système à l'équilibre, en termes d'histoire, il faut de l'ordre d'un siècle et demi. Bon, très bien. Ben, je prends 1914, j'ajoute 150 ans, j'arrive quelque part aux alentours de 2070. Ça fait un paquet de temps quand même. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la zone grise, la zone de grande turbulence, la zone de crise. Quoique ce mot crise m'énerve un peu. Ça dure combien de temps? Ah ben, une cinquantaine d'années. Ah d'accord. Et ça commence quand? Ben, moi j'aime bien prendre comme symbole du déclenchement de ce processus de crise suivie la guerre de Kippour, la première crise pétrolière, 1973. Nous découvrons, nous occidentaux, que nous sommes très très dépendants en matière, enfin ce cas-là c'était énergétique, mais la prise de conscience est très vite propagée. On est extrêmement dépendant du reste du monde et que le monde un peu innocent, le monde un peu rêveur, le monde un peu utopique qui présidait à nos fonctionnements avant, ben, il s'effondre brutalement. Il dit « Ah putain, on ne pourra pas continuer à faire ce qu'on veut comme on veut ?» Ah ben non, il va falloir devenir adulte. Donc, voilà, 1975 plus 50 ans, ça nous amène à 2025. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez la radio dans la voiture le matin, lisez un article ou l'autre dans le quotidien à midi, écoutez le 20h le soir. Vous avez 3 doses d'informations intéressantes. Normalement, à 21h, vous êtes prêt au suicide. Pourquoi? Ben, tout simplement, et là il faut être fin dans la réponse, tout simplement parce que ce que vous entendez, c'est le message des institutions de la courbe rouge. Tout le paradigme, au moment où il se crée, a besoin d'institutions pour le réguler, au sens cybernétique du terme. Et donc les institutions qui sont aujourd'hui en face de nous sont toutes nées à la Renaissance. Que ce soit l'État central, que ce soit les banques, que ce soit les bourses, que ce soit les syndicats patronaux, que ce soit les syndicats ouvriers, que ce soit les universités, que ce soit les médias, ben ils sont tous nés à la Renaissance. Et ils forment les outils de régulation de cette courbe rouge, et dont on ne voit que la courbe rouge. Et quand on met sur son nez les lunettes de la courbe rouge et qu'on regarde ça, qu'on regarde bien ça, avouez qu'il y a de quoi être vachement optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Ben c'est ça qu'on vous raconte à longueur de journée. Tout va mal, la crise. Mais on vous donne de l'espoir. Et on vous dit, oui, mais la reprise, c'est pour bientôt.
Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Allez, 2 ans. Mais c'est absurde. Les gens qui disent ça, ou bien ce sont des ignorants, ou bien ce sont des menteurs. Ou les deux à la fois, c'est-à-dire ministre de l'économie. Je suis en forme, là. Je suis chaud, là. Et donc, la question qui vient tout de suite derrière, c'est, oui, mais reprise de quoi? Oh, mais c'est simple. Reprise de la croissance de la courbe rouge. Ah. Donc ça veut dire, autrement dit, qu'on fait l'impasse totale sur les 5 ruptures irréversibles fondamentales qu'on a vues ensemble, et on fait comme si ça n'existait pas. Vous en faites pas, les copains, ça va revenir comme avant, ce sera chouette, on va s'amuser, je garderai le pouvoir. Waouh. Ben non. Ben non. Maintenant, reprenez le même schéma, mais changez de lunettes. Oubliez les lunettes rouges et mettez sur votre nez la lunette verte. Regardez ce schéma. Ça arrive une fois tous les 500 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie. Oui, elle est belle la vie parce qu'on a un monde à réinventer. On doit tout revisiter. Levez la main ici ceux qui ont des gosses à l'école. Tout cela, là, vous n'avez pas l'impression qu'il est vachement temps de réinventer l'école? Vous n'avez pas l'impression, suite aux avatars bien connus de ces dernières années, qu'il faut réinventer la politique et le vivre ensemble? Vous n'avez pas l'impression qu'il faut revisiter complètement les axes de management hiérarchique et procéduraux qui avaient lieu avant? Donc on a un monde à réinventer, mais qu'est-ce qu'on attend, nom de Dieu? C'est notre grand défi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Mais j'en ai des bonnes aussi. La mauvaise nouvelle, c'est que contrairement à ce qui s'est passé dans les 2 siècles qui viennent de s'écouler, la solution ne viendra pas des institutions. Ce n'est pas les institutions de la courbe rouge qui vont saboter elles-mêmes leur propre logique, donc leur propre fonds de commerce. Au contraire, elles vont tout faire pour empêcher les petits hommes verts de grimper. Et c'est bien ce que vous vivez. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a de plus en plus de boulets législatifs, fiscaux et financiers qu'on vous met aux chevilles? Vous n'avez pas l'impression que quelque part, et c'est un bel exemple à la française, cette curieuse aventure qui s'est appelée Hadopi est juste une aberration? C'est d'empêcher la courbe verte d'échapper au pouvoir et au contrôle de la courbe rouge, c'est ça. La guerre. C'est 2 logiques qui sont en guerre aujourd'hui. Il faudra que vous choisissiez votre camp, hein, les gars. Parce que, soyons bien clairs, et là je redeviens très sérieux, c'est que la courbe rouge est une courbe qui fonctionne top-down. C'est-à-dire les solutions viennent d'en haut et se diffusent dans la hiérarchie, dans la pyramide, jusqu'à atteindre l'opérationnel. La courbe verte, elle ne se construit pas selon ce processus-là. Elle se construit, au contraire, bottom-up, par agglomération progressive de solutions locales. Les solutions locales, pas de peau, c'est vous. Donc ça veut dire que vous avez une responsabilité immense, non pas par rapport au progrès de l'humanité, mais bien pour que vos petits-enfants aient une chance de vivre dans un monde viable. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, personne ne les prendra à votre place. Ça va toujours, le moral? Voilà, il est temps que j'arrête, parce que sinon, mon ami Christophe va me faire les gros yeux. Et pour terminer ça, je voudrais vous montrer une photo que j'ai prise à Londres, et que je trouve... Elle est en anglais, bien sûr. On a essayé de faire parler français aux Londoniens, mais bon, ça n'est pas terrible. Et elle est en anglais, mais je la trouve géniale. La voilà. Sorry for the inconvenience, we are trying to change the world. Désolé pour le dérangement, on est juste en train d'essayer de changer le monde. Ah ben on va le faire!